Sedan, 1er septembre 1870. Première bataille de la guerre moderne. Plus de 400 canons allemands réduisent l'armée française au désespoir. Les Français brisent leurs fusils et brûlent leurs drapeaux. Ils ne pensent plus qu'à une chose, survivre. Cadavres gisent sur le champ de bataille. Ceux qui ont échappé à la mort sont faits prisonniers. C'est le sort réservé à plus de 100 000 soldats français, soit presque la totalité de l'armée de Napoléon III. De la guerre de 1870-1871, les livres d'histoire ne présentent que les faits bruts. La France a perdu. Et l'Allemagne a gagné. Ils ne disent rien des sentiments des soldats ni des souffrances de la population civile. Pour se faire une idée plus précise de cette guerre, il faut se donner la peine de chercher des manuscrits ou des cartes postales du front dans les archives ou les greniers. L'image du champ de bataille, avec toutes ces horreurs, se grave dans le cœur du soldat. De telles journées de combat sont inoubliables. Elles demeurent un événement marquant pour toute la vie. Et seuls ceux qui en ont été témoins peuvent le comprendre. Florian Kühnhauser est un menuisier originaire du petit village de Tettenhausen, en Bavière. L'expérience de la guerre l'a laissé songeur, mais il se souvient encore de son enthousiasme lorsqu'il est parti au combat l'été 1870. Les garçons trapus et brûlés par le soleil que nous étions partaient en criant « Hurrah !». Hélas, pour beaucoup d'entre nous, c'était un adieu définitif. Mais cela, nous ne nous en doutions pas. Florian a 21 ans quand il part à la guerre. Tettenhausen est un village isolé et Florian ne connaît que la paix. Il vient de terminer son apprentissage en menuiserie. Il s'est engagé de son plein gré. Personne ne veut être en reste, lui non plus. Fugueur? Déserteur? Non, non, ces mots ne saliront pas ma respectable famille. D'autant plus qu'à mon départ, la petite Bertha m'a cajolé et enlacé très fort, et que le joyeux Gustl disait sans relâche, si seulement moi aussi j'étais assez grand pour pouvoir abattre des Français. Le 23 juillet 1870, Florian Kühnhauser rejoint son régiment bavarois. Puis, il prend le train pour le front. Côté français, c'est le même spectacle, celui de la mobilisation générale. Mais contrairement à la plupart des États allemands, il n'y a pas de service militaire obligatoire en France. Les soldats qui partent à la guerre sont des hommes de métier rompus au combat. Ils savent exactement ce qui les attend. L'un d'eux est le lieutenant Édouard Serriot, tireur d'élite professionnel.
Lorsqu'on part à la guerre, c'est toujours pareil. On se prépare intérieurement à ce qui va arriver. Mais le jour de notre départ, c'était différent. L'état d'esprit de la population, l'allégresse générale, marquait un contraste flagrant avec le nôtre. C'était comme un mauvais présage. L'unité d'élite du lieutenant Serriot a combattu dans les colonies en Indochine et au Proche-Orient. Leur devise est « Debout les morts ». Ils quittent leur garnison en Bretagne pour gagner le front. Édouard Serriot d'un côté et Florian Kuenhauser de l'autre s'engagent dans un conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Rarement une guerre a été déclenchée pour un motif aussi futile. Depuis de nombreuses décennies, les historiens discutent de la question de la responsabilité de la guerre de 1870. Dans les archives politiques du ministère allemand des Affaires étrangères se trouvent de précieux documents sur les antécédents du conflit. À l'époque, une guerre passait encore pour un instrument politique légitime. Un contemporain de Bismarck, un diplomate italien, avait déclaré en français « La meilleure politique est la politique des égoïstes ». Autrement dit, pour chaque État, la meilleure politique consiste à suivre ses intérêts nationaux. L'un de ces égoïstes est Otto von Bismarck, futur chancelier du Reich. Il veut mettre fin au morcellement de l'Allemagne et être le bâtisseur de l'Empire germanique. Pour cela, il lui faut une guerre, de préférence contre la France. Pour que la guerre contre la France devienne une guerre d'unification nationale en Allemagne, il était impératif que l'offensive ne vienne pas de la Prusse, du moins en apparence. La Prusse veut être attaquée. À l'été 1870, la France rend ce service à Bismarck. Le motif en est la candidature d'un Hohenzollern au trône d'Espagne, ce qui compromet l'équilibre des forces en Europe. La France demande à la Prusse de se rétracter. Guillaume, le roi de Prusse, cède. Il ne veut pas de guerre. Mais la France exige plus. Elle demande le renoncement définitif à la couronne espagnole. Selon les règles diplomatiques du XIXe siècle, c'est une humiliation inacceptable pour la maison de Prusse. Guillaume refuse et envoie un télégramme à son chancelier, Otto von Bismarck, sans savoir qu'il donne à ce dernier une carte maîtresse, la célèbre dépêche d'Ems. À partir de ce télégramme, Bismarck rédige la dépêche d'Ems, de façon à ce qu'elle soit perçue en France comme une provocation, ce qui fut bien le cas. Il avait parfaitement conscience que si Napoléon III ne voulait pas perdre son trône, il n'avait pas d'autre choix que de déclarer la guerre à la Prusse. C'est chose faite le 19 juillet 1870. Pourtant, Napoléon III ne veut pas plus de ce conflit que le roi de Prusse. Il n'est pas certain que Guillaume Ier voulait la guerre. Ce n'est pas certain. Il est à peu près certain que Napoléon III ne la voulait pas. Il faut bien comprendre une chose, vous avez derrière nous le Napoléon III en majesté, si je puis ainsi m'exprimer, et puis ici, vous avez le Napoléon III vieilli, malade, devenu incertain et tenant moins bien les rênes du pouvoir. Et il est incontestable que Napoléon III a redouté cette guerre et l'aurait volontiers évitée s'il l'avait pu. Une vague d'enthousiasme national déferle sur l'Allemagne. La première nuit à la Belle Étoile est fêtée comme il se doit. La guerre est encore perçue comme une aventure passionnante. La nouvelle technique de la photographie permet d'adresser un fier salut à ses proches.
Les petits États allemands se solidarisent sous le coup de la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Pour la première fois, Bavarois, Saxons, Wurtembergeois et Prussiens partent ensemble au combat, côte à côte, contre l'ennemi commun. Les généraux français prévoient d'avancer le plus vite possible vers l'Est et de porter le conflit à l'intérieur des territoires allemands. Mais dès les premiers jours d'août 1870, l'armée de Napoléon III, réputée l'une des meilleures d'Europe, subit de lourdes défaites. De bataille en bataille, l'armée française est repoussée toujours plus loin à l'intérieur de nos frontières. 300 000 soldats de métier font face à 500 000 engagés et conscrits allemands. En quelques semaines, l'armée allemande est bien avancée en territoire français. Elle écrase les troupes de Napoléon III. Mais des groupes de francs-tireurs qui se sont formés derrière les lignes attaquent les convois de ravitaillement allemands. C'est une menace permanente et imprévisible pour les soldats allemands. Alors les francs-tireurs, vous en avez un qui est présenté, là, le voilà. C'est un franc-tireur de la compagnie de la Haute-Saône. Vous remarquerez tout de suite que son uniforme ne ressemble pas aux uniformes réglementaires. On est bien d'accord. Bon. Alors, les francs-tireurs, c'est pas une création inopinée. Il y a un texte, une loi impériale de 1868, qui a prévu donner un statut légal, il faut être bien précis, a donné un statut légal à ces unités de francs-tireurs. Mais ils s'habillent, s'arment et s'équipent à leurs frais. Et bien entendu, ils n'ont pas l'encadrement rigoureux de l'armée impériale, ni même l'encadrement des unités de garde mobile. C'est incontestable. Et c'est eux qui vont poser avec, je vais dire l'armée allemande, je suis bien conscient que c'est au départ l'armée prussienne, bavaroise, saxonne, bon, je vais dire armée allemande, si vous êtes d'accord. Ils vont poser un problème parce que l'armée allemande va souvent les considérer comme des irréguliers. Le haut commandement allemand prend des mesures draconiennes contre les francs-tireurs français. Je vous ai apporté la directive que Moltke, donc votre chef d'état-major général, va rédiger dès le 27 septembre. Et je vous la lis. Tout franc-tireur sera assimilé à un malfaiteur. Il sera passible du conseil de guerre immédiat qui peut prononcer la peine de mort. S'il est établi que dans un village, un tireur non identifié a attaqué des soldats, le village sera déclaré responsable et subira des représailles. Après les nombreuses défaites des premières semaines, la retraite à Sedan doit laisser un peu de répit aux soldats français. Mais ils sont suivis par les troupes allemandes et se retrouvent encerclés de toutes parts. La veille de la bataille, l'atmosphère est tendue. Les soldats sentent que la journée de demain sera décisive. Seule une rivière, la Meuse, sépare les deux armées. Étant de garde, je me trouvais dehors, dans l'obscurité inquiétante de la nuit. On voyait scintiller au loin des centaines de feux de camp, entourés de groupes de soldats français. J'avais les nerfs à vif. Je regardais en silence la nuit noire. Des pensées graves me martelaient la tête, et c'est plein d'appréhension que je pensais aux événements qui allaient se produire.
Dans la nuit, la décision du haut commandement allemand tombe. L'offensive générale sera lancée le lendemain matin. Protégés par l'obscurité, des sapeurs allemands construisent un pont flottant sur la Meuse. À 3 heures du matin, les soldats allemands sont réveillés. Afin de tromper les Français, on jette au feu tout ce qui est combustible. Rien ne doit indiquer qu'on a déjà quitté les camps. La bataille de Sedan commence à 4 heures du matin avec la traversée de la Meuse. Objectif de la première offensive, Bazeilles, un village de 2000 âmes à quelques kilomètres au sud de Sedan. C'est un lieu sans importance stratégique. Mais les événements qui s'y déroulent le 1er septembre vont marquer un tournant dans l'histoire de la guerre. Bazeilles semble dormir lorsque l'unité bavaroise de Florian Kühnhauser entre dans le village. Mais la traversée de la Meuse par les Allemands est-elle vraiment passée inaperçue? Nous sommes entrés dans le village en silence et avec circonspection. Pas d'ennemis en vue. Chacun était prêt à tirer. Un coup d'œil à gauche, à droite et en haut vers les fenêtres pour pouvoir envoyer une balle en guise de bonjour au premier effronté qui se montrerait. La rue était calme et déserte, comme morte. Le calme est trompeur. Bazeilles est tenue par les meilleurs combattants français. L'unité d'infanterie de marine du lieutenant Édouard Sériot s'y est installée. Elle doit défendre le village coûte que coûte. Je me suis mis près de la fenêtre et je me fis passer le fusil chargé d'un des hommes. Je visais avec le plus grand calme, le plus grand sang-froid, sur l'ennemi qui se trouvait à moins de 100 mètres, sachant que mon arme portait à 200 mètres avec une grande justesse. Pour les tireurs d'élite comme le lieutenant Sériot, seul un nouveau type d'arme rend cette forme de combat possible. Jusque-là, on utilisait surtout des fusils à chargement par la bouche. Les fusils à chargement par la bouche devaient être chargés debout. On introduisait la poudre et les balles. Ensuite, il fallait retourner la baguette, bourrer le tout comme ceci et remettre la baguette dans sa position initiale. Pour finir, on armait le chien, on mettait une amorce et on était prêt à tirer. C'était quelque chose qu'on ne pouvait faire que debout et qui prenait du temps. Les fusils à chargement par la bouche remontent à l'époque où les troupes marchaient en rang de bataille. Au milieu du 19e siècle, ils sont remplacés dans les armées françaises et allemandes par les fusils à chargement par la culasse. Avec ce type de fusil, on n'est plus obligé de se lever pour tenir l'arme verticale et introduire les balles. On peut s'allonger, mettre les cartouches en papier et refermer le chargeur. Cela permet de tirer à couvert sans être dans la ligne de mire de l'adversaire et donc de lancer une attaque à distance. Conséquence, les rangs de bataille comme on les connaissait jusque-là disparaissent.
annonçait la naissance du tireur d'élite. En raison du changement de tactique militaire, on assiste pour la première fois à un combat barbare, de maison en maison. Sans s'en douter, les soldats bavarois sont tombés dans un piège. En quelques minutes, la moitié de la compagnie bavaroise gît sur le sol. Le combat était acharné. Partout, le sol est jonché de cadavres à la tunique bleu clair. Des centaines de Bavarois sont étendus sur la terre rougie de leur sang. Des habitants de Bazeille, qui se sont armés de leur propre chef, se battent aux côtés des soldats français. Deuxième offensive. Cette fois, les Bavarois sont sur leur garde. Mais qui sait sur qui l'on peut tomber au détour d'un mur, d'une porte? Amis, ennemis. Le fripon clamait haut et fort son innocence. Dans son excitation, il avait gardé à la main son fusil dont le canon était encore tout chaud. On lui régla très vite son compte. Donc, si vous voulez, il faut qu'on pèse bien les choses. Je crois que c'est bien ce que nous souhaitons les uns et les autres. Incontestablement, des civils ont participé aux côtés de l'armée régulière au combat de Bazeille, ce qui était irrégulier. Ce n'étaient ni des gardes mobiles, ni même des francs-tireurs. Ce sont des paysans qui ramassent un fusil et qui ouvrent le feu sur les Bavarois. Et les Bavarois ont répliqué en faisant des exécutions sommaires, en brûlant la presque totalité du village, et même, alors là, ce qui est absolument inadmissible, l'exécution sommaire inadmissible, mais également des prisonniers de l'armée régulière, dont j'ai les noms. Ils ont été fréquemment fusillés. Ils n'ont pas toujours été fusillés, ils ont été fréquemment fusillés. Pas toujours. Même des femmes et des vieillards qui ont l'air suspects sont jugés sommairement et fusillés. À la fin du conflit, le rapport d'une commission d'enquête indépendante fera état de 31 civils morts à Bazeille. Un crime de guerre, même selon les critères du 19e siècle. Les Français savent qu'ils ne peuvent plus tenir Bazeille. Afin de couvrir la retraite des derniers soldats, une poignée de combattants se retranche dans une maison isolée, sur la route de Sedan. Là, vous voyez, là, ça, c'est des impacts de balles. Ça aussi, là-haut, c'est plus significatif en regardant par là. Là, tout ça, ce sont des impacts. Aujourd'hui, la maison de la dernière cartouche à Bazeille est un musée dépendant du ministère de la Défense. Cette maison a recueilli les derniers combattants de cet épisode de Bazeille. Ils étaient une quarantaine, sous les ordres du commandant Lambert. Et ici, ils ont, par leur action, permis aux troupes françaises de se replier en direction de Sedan.
Que s'est-il passé? Pourquoi la dernière cartouche? Eh bien, tout simplement parce qu'après 2 jours de combat et un seul ravitaillement en munitions, les munitions ont manqué. Et en fouillant les morts et les blessés, on a retrouvé une 30aine de cartouches. Et ces 30 cartouches ont été utilisées par les défenseurs de cette maison. Et la dernière a été tirée par le capitaine Aubert de cette fenêtre que nous voyons ici. Vous avez l'horloge qui s'est arrêtée à 11h35, heure à laquelle une balle l'a frappé et a arrêté définitivement son mécanisme. Vous avez les meubles, vous avez le lit sur lequel reposaient des gens à l'agonie. Vous avez exactement ce qui s'est passé il y a 135 ans, ici, dans cette maison Bourgerie. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la dernière cartouche tirée, eh bien, le commandant Lambert a proposé à ses forces de se rendre, ce qu'elles ont fait. Et il faut savoir que les Bavarois qui étaient en face étaient prêts à se jeter sur ces malheureux soldats français, mais ils ont été arrêtés par un capitaine dont nous avons gardé la mémoire, le capitaine Lissignolo, qui combattait avec les troupes bavaroises et qui a arrêté ces soldats alors qu'ils voulaient faire un mauvais sort aux soldats français qui leur avaient donné tant de fil à retordre. Le combat est terminé. L'unité du lieutenant Serriot, qui a subi de grandes pertes, se retire. Les cris et les appels déchirants de nos camarades nous émeuvent jusqu'au fond des entrailles. Presque tous, nous pleurons comme de vrais enfants. Voyant cela, les généraux donnent l'ordre de nous faire quitter Bazeilles. Mais personne ne parut. Il ne restait que les morts et les mourants. Après plus de 7 heures de combat, Bazeilles est aux mains des Bavarois. Les survivants sont expulsés des maisons. Puis, ordre est donné de brûler le village. Dans la mémoire des générations suivantes, Bazeilles restera associé au massacre de civils, mais aussi au début de la guerre des partisans. Cinq semaines seulement se sont écoulées depuis que Florian Kuenhauser est parti à la guerre. Les ruines en feu des maisons qui s'écroulaient ensevelissaient des morts et des blessés. La chaleur et la fumée nous empêchaient d'y rester. En quelques heures, la petite ville, autrefois florissante, ne fut plus qu'un champ de ruines en flammes. Le combat est fini pour Florian Kuenhauser et son unité. Il leur reste encore à dégager les blessés et à les emmener dans les hôpitaux militaires. Rien qu'à Bazeilles, on installe 4 hôpitaux de campagne et postes de premier secours. Les chirurgiens y soignent à la chaîne les blessures par balle.
Dans un couloir étroit, le docteur Nussbaum exécutait sa tâche au couteau et à la scie, avec un sang-froid et un aplomb qui ne pouvaient qu'effrayer le profane. Des mains et des pieds gisaient là, tels des déchets. À cela s'ajoutaient les plaintes et les gémissements des blessés, et l'odeur suave et nauséabonde du sang. Malgré ce spectacle effroyable, les soins médicaux apportés aux soldats enregistrent de nets progrès à cette époque. Les chances de survie sont bonnes. Seuls 10% des blessés meurent après avoir été amenés à l'hôpital de campagne. Cela, on le doit en partie à une nouvelle organisation, la Croix-Rouge. C'est à cette époque que l'on passe d'une armée de métier comme en Angleterre au service militaire obligatoire. Et cela aurait posé de sérieux problèmes aux États s'ils n'avaient pas pris soin de leurs soldats. Autrement dit, pour entretenir le désir d'aller à la guerre, il fallait donner l'impression que l'on s'occupait au mieux des hommes, sans quoi ils auraient été démotivés. Il est dangereux de soigner les blessés en première ligne. Pour y remédier, la Convention de Genève est votée en 1869. Les secouristes et les hôpitaux marqués de la Croix-Rouge ne peuvent être attaqués. En Allemagne, l'organisation devient très vite populaire. La reine de Prusse était la présidente d'honneur de la Croix-Rouge allemande. Sa fille, la grande-duchesse de Bade, était présidente de la Croix-Rouge badoise, et ainsi de suite. Bref, à l'époque, les nobles et les têtes couronnées ont largement contribué à la popularité de la Croix-Rouge. Durant la guerre de 1870-1871, 80 000 tracts sont diffusés expliquant aux soldats le statut de la nouvelle organisation, en allemand et en français, car la Croix-Rouge est peu connue en France. Côté français, la Croix-Rouge relevait de l'intendance militaire. Et cette dernière n'avait aucun intérêt à avoir de la concurrence et a donc pratiquement ignoré l'organisation bénévole. Bien sûr, à Sedan, les Français avaient aussi leurs hôpitaux, mais c'étaient des hôpitaux militaires. Ils ne connaissaient pas la Convention de Genève. Et à l'arrivée des Allemands, ils se sont enfuis avec leurs équipements médicaux, de peur que l'ennemi leur prenne tout. Pourtant, ils étaient protégés et auraient pu continuer à soigner leurs malades. Seulement, ils l'ignoraient. Les conséquences ont été désastreuses pour les blessés. Pendant la retraite, ils étaient coincés. Ils n'avançaient plus et ne recevaient plus de soins. Pendant des siècles, la cantinière a été considérée comme la bonne âme de la compagnie. Mais le mythe a vécu. Les soldats ont désormais une nouvelle idole, l'infirmière. Certaines d'entre elles s'aventurent jusqu'en première ligne et deviennent des légendes vivantes pour leur courage. Avec le développement des soins modernes, on a formé beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers au sein de la Croix-Rouge. On disait en effet, et cela s'inscrit dans l'histoire des relations entre les sexes, que les blessures guérissaient plus vite sous les douces mains des femmes, ce qui valait probablement aussi pour les blessures morales. Avec la chute de Bazeilles, les Allemands ferment la dernière brèche. Le second acte de la bataille commence. L'armée française est repoussée dans un espace de plus en plus réduit. Les troupes allemandes occupent les collines et encerclent la ville. Le gros des troupes était au sud, sur la rive gauche, avec une artillerie
qui était le double de l'artillerie française qui était là. En effectif, environ 100 à 120 000 hommes du côté français, le double du côté germanique. Le grand avantage des Allemands, l'artillerie. Sedan est pilonné de toutes parts. Plus de 400 canons grondent sur le champ de bataille. Les obus allemands sont équipés de détonateurs qui n'explosent qu'au contact d'un objet. Ils sont dirigés sur les fantassins français qui se trouvent sans défense sur le champ de bataille, devant les murs de Sedan. Ceux qui ne parviennent pas à entrer dans la ville sont perdus. Les obus prussiens éclataient parmi nous. Partout, il y avait des corps de chevaux ou d'hommes morts ou qui tressaillaient encore, déchiquetés par les obus. Les soldats qui s'efforçaient d'entrer dans la ville s'écrasaient les uns les autres. L'armée française commence à se disperser. Les soldats tentent de se réfugier dans Sedan, bien que la ville soit maintenant aussi à portée des canons allemands. Le seul accès est un petit pont au nord-ouest. C'est là, c'est l'entrée du faubourg de Cassine. C'est très étroit. C'est très étroit. Il y a un petit pont-levis. Alors effectivement, les soldats qui venaient de combattre et qui se trouvaient là-bas s'écrasaient sur ce pont. L'après-midi du 1er septembre, Sedan est au centre des combats. Ces énormes remparts d'une autre époque ne sont pas efficaces contre les tirs des canons allemands. Mais dans les rues de Sedan, d'après les historiens, enfin les témoins de l'époque, c'était une cohue épouvantable dans les rues de la ville. Parce que tous ces soldats qui arrivaient complètement désorientés ne savaient pas où aller. Près de 100 000 soldats cherchent refuge dans une ville qui ne compte que 18 000 habitants. Tout le monde tente de fuir, mais personne ne sait où. Pour les soldats, il n'y a plus qu'une chose qui compte dans ce chaos: survivre. Les rues sont noires de poudre. Beaucoup de soldats brisent leurs fusils de rage. Et les rues sont jonchées d'armes en tout genre. Sabres, fusils, pistolets, lances et casques brisés. Même les drapeaux sont brûlés. Napoléon III sait que tout est perdu. Seul, sur son cheval, il cherche la mort dans la bataille. En vain.
À 16h30, il donne l'ordre de hisser le drapeau blanc et demande par écrit au roi de Prusse d'arrêter les combats. C'est un messager qui apporte la lettre au quartier général ennemi. À 17h, les Allemands cessent le feu. Le combat est terminé, mais les simples soldats ignorent ce que cela signifie. Les Allemands ont gagné une bataille, rien de plus. Après 16 heures de combat, ils s'étendent sur le sol avec leurs armes, épuisés et inquiets pour l'avenir. Bientôt, le calme régna dans le camp. On n'avait pas trouvé de vivres. Il n'y avait rien à manger. Au début, je croyais qu'on continuait à se battre sur le champ de bataille. Mais c'étaient les fusils des morts et des blessés qui se déchargeaient d'eux-mêmes dans la braise ardente. La fatigue, la faim et la soif me firent bientôt fermer les yeux. Après la chute de Sedan, la France se retrouve sans armée digne de ce nom. Pour autant, la guerre est-elle déjà finie? La nuit sera décisive. Négociation au château de Bellevue près de Sedan. Bismarck exige la capitulation totale et sans condition de l'armée française, ainsi que l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Un diplomate français avait dit très clairement avant 1870 « Nous serons en guerre d'ici peu. Si la Prusse gagne, elle prendra l'Alsace et la Lorraine. Si Napoléon III gagne, il prendra la Rhénanie. » Voilà le genre d'idée qui était très répandu à l'époque et qu'on ne peut pas comprendre avec nos critères actuels. Il n'était pas question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des Rhénans ou celui des Alsaciens et des Lorrains à disposer d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas consultés. L'annexion de l'Alsace-Lorraine est inacceptable pour la France. Le général Wimpfen, commandant en chef de l'armée française, refuse de signer la capitulation. Bismarck menace alors de reprendre les bombardements dès le matin suivant. Le général Wimpfen n'a pas le choix. Le lendemain matin, vers 11 h, il signe l'acte de capitulation. Toutes les troupes enfermées dans Sedan se rendent sans plus aucun tir. La capitulation provoque colère et désespoir chez les soldats français. Peu avant la fin de la bataille, le lieutenant Sériot a été touché par un éclat d'obus. Jamais encore dans une bataille on avait utilisé aussi massivement les canons contre des soldats. Plus de 100 000 Français sont faits prisonniers. Pour eux, la guerre est bel et bien finie. Il ne s'est écoulé que 24 heures depuis le début de l'attaque de Bazeilles. 20 000 cadavres gisent sur le champ de bataille.
Tout autour gisaient des morts et des blessés. Partout, ce n'était que misère et désolation. Et cela, par la faute des hommes. Quelle curieuse image je me faisais d'un champ de bataille avant le début de la guerre. À même la terre, j'écrivis au crayon les mots suivants. Le combat fut terrible. Mais quel contraste! Ici, ce n'est que mort, misère et désolation. Et au milieu de ce champ de cadavres, s'élèvent des cris de joie et d'allégresse. Pour Florian Kuenhauser, la guerre n'est pas encore finie. Les troupes allemandes reprennent la route, car la République vient d'être proclamée à Paris. Un mouvement populaire mobilise les dernières forces du pays contre l'armée allemande. Au terme d'une guerre d'hiver épuisante, la France républicaine est battue comme l'a été la France impériale. Bismarck a atteint son objectif. Dans le sillage de la victoire, les petits États allemands s'unissent pour former un empire. Guillaume est proclamé empereur dans la galerie des glaces de Versailles. Une humiliation voulue. Le château de Versailles était un lieu somptueux. On ne pouvait imaginer cadre plus prestigieux pour le couronnement de l'empereur allemand. Dans l'élan national que suscite la fondation de l'Empire, l'annexion de l'Alsace-Lorraine paraît une évidence. Une réconciliation avec la France n'est pas envisageable avant bien longtemps. En annexant l'Alsace-Lorraine, on espérait affaiblir suffisamment la France pour qu'elle ne pense pas à court ou moyen terme à prendre sa revanche. Et surtout, on espérait que, par le nouvel équilibre des forces en Europe, la France ne serait plus qu'une puissance de second rang. Il faut bien dire que cet antagonisme, on ne va pas le contester, va être avivé, va prendre une dimension considérable à partir de 1971. Le souvenir de la défaite, partout entretenu. Et puis il y a ce brûlot de l'Alsace et de la Lorraine, entretenu en France. Vous avez tous en tête les dessins de Hanzy qui représentent. Donc, si vous voulez, incontestablement, à partir de 1971, il y a l'idée de la revanche en France et l'antagonisme franco-allemand est évident. Il a pris, à partir de 1970-1971, une dimension exceptionnelle. Le lieutenant Serriot passe les derniers jours de la guerre dans un camp de prisonniers. Peu après sa libération, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur pour sa bravoure sur le champ de bataille. Ses supérieurs le décrivent comme un officier très capable. Il gravit les échelons jusqu'à l'état-major et finit général de brigade. Florian Kuenhauser survit lui aussi à la bataille de Sedan et à la guerre. Il retourne à Tettenhausen, en Bavière, et reprend son activité de menuisier. Une fois devenu maître artisan, il s'installe à Partenkirchen, où il écrit ses mémoires de guerre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il est trop vieux pour repartir au combat. Le souvenir de la bataille de Sedan l'aura accompagné toute sa vie. Des milliers de lettres officielles ont pu sembler comme enivrées par la victoire. Mais hélas, elles ont également apporté à bien des pères préoccupés, à bien des mères inquiètes et des fiancées aimantes, la triste nouvelle qu'une balle ennemie
avait transpercé la poitrine du Fils ou de l'être cher.